Madame la ministre, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Monsieur le vice-président du conseil d'administration, mon général, Monsieur le gouverneur des Invalides, Monsieur le directeur du CIC, chers artistes et amis du musée de l'Armée, Mesdames et Messieurs, le soleil d'Austerlitz, le crépuscule de Waterloo et la nuit silencieuse de Sainte-Hélène, voici 3 temps de la cosmologie napoléonienne sur le cadran solaire des Invalides à travers nos collections. Et donc 2 expositions n'étaient pas de trop au musée de l'Armée pour commémorer Napoléon Bonaparte. Et ce jour, eh bien, nous inaugurons ce que j'appellerais Napoléon encore, étape 2. Je rappelle que Napoléon encore est un parcours d'art contemporain évoquant de façon inédite aux Invalides le premier empereur des Français à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Cela fait plusieurs mois que l'exposition est présente pour partie dans nos murs, mais les 2 installations que nous avons dévoilées aujourd'hui viennent compléter le parcours, prolongé jusqu'au 13 février 2022 et lui donner une nouvelle dimension véritablement immersive. Cette exposition audacieuse, certains diraient un manifeste, est d'abord le fruit d'un travail commun entre Éric de Chassey, le directeur de l'Institut national de l'histoire de l'art, et Julien Voineau, notre chargé de collection au département 19e et de la symbolique, tous 2 commissaires de l'exposition, et je les en remercie vivement et particulièrement. Des œuvres contemporaines aux Invalides. Je comprends que cela puisse interpeller. Pourtant, il s'agit d'une tradition. On peut dire que le musée de l'Armée a toujours osé la tradition. Dès 1914, le général Niox, le premier directeur du musée de l'Armée, depuis 1905, commanda déjà des œuvres modernes à des artistes d'avant-garde. Il les envoya au front pour rapporter leur perception esthétique sur la guerre. Je pense particulièrement au fameux Verdun de Félix Vallotton, qui offre désormais aux visiteurs sous forme quasi abstraite, cubo-futuriste, l'interprétation la plus saisissante de l'expérience picturale du feu. C'est maintenant un des chefs-d'œuvre de notre collection. Ainsi, nous nous plaçons dans la continuité de nos prédécesseurs. Permettre à quelques-uns des artistes ici présents et les plus remarqués de notre temps d'investir les espaces du musée de l'Armée est une volonté d'écouter des voix signifiantes à notre époque, ainsi qu'une quête audacieuse de ce qui expérimentera pour les siècles futurs notre façon de vivre aujourd'hui la guerre et le fait militaire. Le général Niox avait coutume de dire qu'il faut raccrocher le présent au passé pour assurer l'avenir. Eh bien, nous reprenons cette devise au musée de l'Armée. L'exposition Napoléon encore, au travers des œuvres installées sur tout le site des Invalides, invite depuis mai dernier un dialogue entre monuments et collections. Les 30 artistes qui ont bien voulu se produire ont reçu carte blanche pour évoquer et interroger, au travers des 50 œuvres présentées, la mémoire de Napoléon aujourd'hui auprès de nos contemporains. Beaucoup d'artistes présents, dont certains d'origine étrangère, même s'ils vivent pour certains depuis longtemps à Paris, je pense à Yann Pemming. Près d'un tiers aussi sont des femmes, telles Kapwani Kiwanga, et puis 5 de ces artistes ont moins de 30 ans. Je pense à Juliette Green, Célia Muller, Pablo Gosselin, Laure Subreville et Chou Ruy. Ces derniers ont été invités à réaliser une œuvre spécifique grâce au parrainage d'artistes confirmés dans le cadre d'un soutien à la jeune création de la Fondation Emmerich. D'une certaine manière, si hier encore nous montrions le pouvoir au travers de la force, ici, nous le proposons à la réflexion avec Hassan Smati, Fabrice Hibert, Laurent Grasso ou Hélène Delprat. Si nous montrions le chef militaire, ici nous le laissons questionner au travers de ses victoires,
comme ses ambiguïtés, avec Damien de Roubaix ou Hervé Ingrand. Si nous montrions la guerre, ici nous la laissons répondre de ses effets auprès de Pavel Pepperstein, Georges Tony Stoll ou Adel Abdesemed. Si nous regardions la mort, ici nous la méditons avec les œuvres de Pascal Convert, Ange Leccia, Art and Language ou Edgar Sarin. Quant à la permanence dans nos mémoires de son empreinte indélébile, ne serait-ce qu'au travers sa silhouette archétypale, bicorne en tête, en bataille, nous interrogeons et revisitons ces multiples représentations et avatars héroïques, ceux de l'empereur, avec Marina Abramovic, Agnès Turnauer, Yann Morvan, Alexandre Klug, Stéphane Calais ou Julian Schnabel. Ce jour, 2 œuvres majeures viennent offrir une conclusion à la commémoration. L'exposition Napoléon n'est plus. Et vous avez découvert à la place l'installation méditative de l'artiste belge Hans Op de Beeck sur le thème de la mort de l'empereur, pour récapituler le sujet, et l'installation immersive du collectif français La Méduse, pour ouvrir une perspective, pour une réflexion sur le cinéma et l'histoire, à partir d'une série d'extraits de films où Napoléon figure de façon charismatique. Sa postérité au XXe siècle, transmise par le cinéma, sera l'occasion de rendre un hommage appuyé aux grands cinéastes et théoriciens qui ont souvent placé l'histoire au cœur de leur œuvre, tels Vertov, Godard, Klug ou Sokourov. Cette exposition n'aurait pu se faire sans le concours de nombreux soutiens. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer, d'abord remercier le fonds de dotation Emmerich, en la personne de Laurent Dumas, grand mécène du parcours d'art contemporain qui soutient les jeunes talents. Notre fidèle soutien et mécène, le CIC, en la personne de son directeur général, Daniel Ball. Toujours à nos côtés, le gouverneur militaire de Paris, pour la souplesse dont il a fait preuve pour l'installation des œuvres sur un site ô combien institutionnel. Et enfin, le ministère des Armées, Madame la Ministre, notre ministère de tutelle, pour sa présence et son soutien. Comment une telle exposition pourrait voir le jour? Eh bien, sans les équipes de l'ombre du musée. Eh bien, cela ne pourrait se faire. Et je voudrais particulièrement aussi les citer, car ils sont dans l'ombre, mais il faut les mettre à la lumière. Merci à Christine Capdevielle et à son équipe du département exposition et muséographie. Je connais les nombreux obstacles qui ont émergé entre le confinement et les contraintes naturelles du site. Et je voudrais remercier aussi le bureau des marchés, M. Cédric Cossy, la mission mécénat avec Roxane Chebly, et puis la mission communication avec Marie Payet et son équipe, qui nous permet d'avoir une belle visibilité médiatique. Grâce à vous tous, le musée de l'Armée a montré son énergie à rencontrer de nouveaux publics et à dessiner de nouveaux horizons en lien avec ses ambitions de développement. À ceux qui ne seraient pas sûrs que le musée sache trouver sa place et se réinventer dans ce XXIe siècle commençant, je vous le confirme, il embrasse bien son temps. Je vous souhaite une bonne visite et je vous remercie. Monsieur le gouverneur militaire de Paris, mon général, Monsieur le gouverneur des Invalides, mon général, Monsieur le président du conseil d'administration, général, Monsieur le directeur du musée de l'Armée, général,
Messieurs les vice-présidents du conseil d'administration, messieurs les commissaires de l'exposition, mesdames, messieurs les partenaires du musée de l'Armée, mesdames, messieurs les artistes, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un beau jour pour nous retrouver. Il y a 181 ans, le 14 décembre 1840, l'empereur regagnait les rives de l'Europe. Ainsi, la France accomplissait les dernières volontés de Napoléon Ier, celle de reposer à jamais sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il a tant aimé. Depuis plus de 200 ans, le seul nom de Napoléon est toujours un coup de canon, un éclat à nul autre pareil, un écho français qui vibre mondialement. On y entend le fracas des campagnes d'Italie, l'entrechoquement des sabres, le soleil d'Austerlitz, les cris de Trafalgar, les pas sur la plage de Golfe-Juan, le tumulte des sabots, la fureur des résistants espagnols et le râle glacé des soldats de Russie. L'épopée napoléonienne n'en finit pas de fasciner. Alors ici, aux Invalides, dans ce musée de l'Armée qui garde le tombeau de l'empereur, les 1000 visages de Bonaparte nous regardent et nous parlent encore. Le guerrier, le stratège, l'administrateur, le chef d'État, le législateur, le bâtisseur, le mécène. Incontestablement, son héritage continue d'irriguer la France. Ce legs est toujours avec nous. Cette empreinte indélébile, nous la vivons au quotidien. Génie pour les uns, ogre pour les autres, légende noire et dorée, portrait en clair-obscur, chaque époque ajoute sa touche, interprète et vit différemment l'héritage. Mais toujours la fascination demeure. On ne compte plus les grandes idées, les grands tableaux, les grands vers que son destin a inspirés aux penseurs et aux poètes, aux peintres et aux philosophes. Napoléon est une inépuisable inspiration. Tant de grands esprits y ont puisé et y puisent la leur. Il a suscité des milliers de livres, des films et de représentations sous toutes les formes. Toutes ces œuvres d'art ont tracé un chemin de mémoire qui nous lie à la figure incontournable de Napoléon, de sa disparition à aujourd'hui. Alors, l'imagination gouverne le monde. C'est une de ses plus fameuses formules et elle sied parfaitement à cette remarquable exposition, à ce parcours d'art contemporain. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour marquer le deuxième temps de l'exposition qui vient clôturer la saison Napoléon. C'est une nouvelle occasion pour moi de remercier le travail des équipes du musée de l'Armée et de sa direction. Je veux aussi chaleureusement saluer l'ensemble des artistes qui participent à ce parcours d'art contemporain, créatif et puissant. Je salue les commissaires de l'exposition et les partenaires. Je pense bien sûr particulièrement aux partenaires historiques du musée de l'Armée, le CIC, que je remercie pour sa fidélité, et bien évidemment au Fonds de dotation Emmerich, grand mécène de ce parcours. Alors il fallait une part d'audace pour se lancer dans ce parcours d'art contemporain inédit, pour inscrire ces œuvres au cœur de l'institution pluriséculaire que sont les Invalides. Et finalement, il fallait de l'audace pour engager avec courage une part de la réputation du musée de l'Armée dans ce projet du XXIe siècle. Il fallait de l'audace et vous n'en manquez pas. L'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, je crois que c'est une vertu qui plaisait à l'empereur. Pour ma part, je me réjouis de cette exposition et je veux vraiment vous féliciter. Je me réjouis du dialogue qui s'est installé entre hier et aujourd'hui, entre les œuvres du passé et les œuvres contemporaines, entre la continuité et la constance dans l'imagination.
À l'instar de Napoléon, qui est un pont entre deux époques, cette exposition relie le présent au passé et nous fait nous poser une question majeure. Finalement, qu'y a-t-il de plus contemporain que Napoléon Ier ? Cette exposition, cette audace, ce renouvellement des pratiques sont un révélateur de la politique culturelle que nous menons au ministère des Armées. Vous le savez, et je le répète quand même encore aujourd'hui, le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État. J'y tiens particulièrement. Nous avons œuvré au cours de ce mandat pour qu'il le reste et qu'il s'affirme encore davantage. Et avec Florence Parly, qui regrette vraiment de ne pouvoir être là aujourd'hui, nous partageons un double objectif clair: permettre au plus grand nombre et dans les meilleures conditions de découvrir le patrimoine des armées et faire de celui-ci un moteur du lien armée-nation. Cette exposition contribue, je le crois, au renouvellement des publics, essentiel pour maintenir en vie et en dynamique un lieu culturel. C'est aussi pour cela que le ministère des Armées a lancé une vaste opération de modernisation et de rénovation de ces musées. Au musée de l'Armée, nous menons une importante modernisation et extension. Le musée de l'air et de l'espace a été rénové et ouvre de nouveaux chantiers, et le musée de la Marine opère actuellement sa mue. Ainsi, dans les mois et années qui viennent, ces fleurons de la culture et du tourisme francilien seront transformés et adaptés à notre temps. Alors, il y a au musée de l'Armée une véritable fibre pour l'expression de l'art moderne et contemporain. Et pour tout vous dire, je m'en réjouis et je vous le dis régulièrement. Je l'avais déjà constaté avec plaisir lors de l'installation officielle du mobile de Calder, France Forever. France Forever, France éternellement. Il y a là une devise très napoléonienne. Je vois dans cette exposition aujourd'hui la vérification d'une maxime de l'empereur lui-même. Il disait que le sabre et l'esprit sont les deux seules puissances au monde, mais qu'à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Alors cette exposition, c'est cela, c'est l'esprit triomphant. Et je dois dire que le musée de l'Armée peut être fier de contribuer à la création, de contribuer à faire en sorte que de jeunes artistes puissent s'exprimer, de contribuer aussi à la réflexion de tous les visiteurs et de contribuer tout simplement à ce que ces lieux, en définitive chargés d'histoire, soient aussi des lieux chargés de modernité et offrent un visage différent, un visage d'une institution toujours en mouvement et un visage d'une institution qui sait s'adapter et qui sait surtout toujours montrer le meilleur d'elle-même. Je vous remercie. En cette année du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier, le musée de l'Armée inaugure aujourd'hui le deuxième volet de ce parcours Napoléon encore, avec deux propositions, l'une confiée à l'artiste belge Hans Op de Beeck, l'autre confiée au collectif français La Méduse. Ici, nous sommes devant l'installation de l'artiste Hans Op de Beeck qui porte le titre « After the Glory, Ashes to Ashes ». Il fait référence prioritairement à la mort de Napoléon le 5 mai 1821. Quant à « Ashes to Ashes », c'est une référence à une chanson bien connue sorti par David Bowie en 1980 et qui commence par cette phrase « De la cendre à la cendre, ashes to ashes ». Comme il existe un bleu d'Yves Klein, il existe un gris d'Hans Op de Beeck dont il peint l'ensemble des sculptures qu'il réalise.
Cette installation parle d'abord de la disparition du héros, c'est-à-dire de Napoléon, dont nous percevons la trace et le vestige à travers quelques reliques de sa gloire, représentées par son chapeau iconique posé sur un piano, mais aussi par une couronne de laurier ou bien encore un jeu d'échecs qui bien évidemment fait référence au talent de stratège de Napoléon. Il représente un jeune couple contemporain, un garçon et une fille qui sont assis en hauteur et qui surplombent ce paysage mental constitué à la fois de références à un grand homme, mais aussi à des références littéraires ou artistiques. La première de ces références, c'est l'histoire d'Ophélie, inventée par William Shakespeare et qui était l'amante délaissée du prince Hamlet. Et puis Hans Hopdebeck se souvient d'une autre image d'Épinal, les énervés de Jumièges. Au-delà de ces références artistiques, Hans Hopdebeck peuple ce salon mental d'objets qui illustre toutes les vanités d'une existence. C'est donc une invitation à une réflexion sur la mort, mais une réflexion malgré tout pleine d'optimisme, puisqu'il ne vous a pas échappé que ces arbres de cendres sont constellés de fleurs. Il y a donc dans toute mort la possibilité d'une renaissance par la trace que nous laissent ces grandes figures de l'histoire et qui nous permettent à partir du passé de pouvoir construire un présent mais aussi un avenir. Napoléon est certainement le personnage historique dont l'image s'est le plus saisie, aussi bien de son vivant comme après sa mort, et on ne compte plus les films qui ont été tirés à la fois de sa vie personnelle mais également de son épopée. Le collectif La Méduse a conçu un véritable kaléidoscope gigantesque, spectaculaire, au sol, sur lequel le visiteur est invité à déambuler. Ici, en 10 minutes, la Méduse nous propose de revisiter l'épopée napoléonienne depuis la fameuse bataille de Boule de Neige à Brienne jusqu'à l'exil et à la mort à Sainte-Hélène. Il est constitué aussi bien d'images extraites de films, notamment le Napoléon d'Abel Gance, mais pas seulement. Il y a notamment des extraits d'un des derniers films qui concerne Napoléon. Donc ce sont des images extraites du patrimoine cinématographique et le tout a été agencé avec des procédés graphiques qui reprennent un certain nombre de symboles tels que l'abeille, tels que la couronne impériale, tels que le N de Napoléon. Chacun d'entre nous, avec sa mémoire, avec son expérience personnelle, fait partie de cette grande histoire de France et côtoie à un moment de sa vie la grande figure qu'est Napoléon. Nous lui devons encore un certain nombre de nos institutions qui structurent nos vies, ne serait-ce que par exemple le Code civil. On pourrait être étonné que le musée de l'Armée accueille une exposition d'art contemporain. En fait, la relation que le musée de l'Armée entretient avec l'art de son temps est extrêmement ancienne puisqu'elle remonte à la date même de la création du musée en 1905. À cette époque, veille de la Première Guerre mondiale, son premier directeur, le général Niox, décide d'envoyer sur le front de la
Première Guerre mondiale, un certain nombre d'artistes, aussi bien des artistes que je qualifierais d'académiques que des artistes qualifiés d'avant-garde, qui vont porter témoignage de cette expérience du feu et de cette expérience sur le théâtre de la guerre. Ils en ramèneront un certain nombre de toiles, de sculptures qui vont venir enrichir dès la fin du conflit les collections du musée de l'Armée. Il y a donc un lien consubstantiel entre l'art de toute époque et le musée de l'Armée dans une forme de contemporanéité. C'est avec cette tradition que le musée de l'Armée a souhaité s'insérer et reprendre pied à travers cette commande faite à 30 artistes contemporains. Notre objectif n'est ni d'être dans l'hagiographie, ni d'être dans le dénigrement, mais de rester fidèle à une démarche d'historien et donc de mise à distance aussi bien des événements que des personnages, afin d'offrir une pluralité de regards et d'interprétations sur les faits historiques. Nous espérons que cette visite virtuelle vous aura donné envie de venir voir la deuxième partie du parcours contemporain Napoléon encore. En cette veille de fête de fin d'année, je vous invite à venir très nombreux, en famille, visiter à la fois l'installation Danse op de Beek ainsi que celle du collectif La Méduse, parce qu'elle s'adresse véritablement à tous les publics, petits et grands, qui y trouveront, je pense, de quoi satisfaire leur curiosité et aussi leur délectation.